Alors, effectivement, je suis responsable chez Hewlett-Packard d'une équipe d'ingénieurs, une cinquantaine de personnes qui sont à la fois dans le domaine de la recherche sur un lab où on a la chance d'avoir ce lab au niveau mondial qui est en dehors des États-Unis et qui est basé à Grenoble en France. Donc une grande fierté. Et je pensais également par rapport à ce qui était dit, une reconnaissance de réels talents liés à notre éducation dans les maths qui vient de notre histoire, de notre culture, que l'on a capitalisé autour de tout ce qui est calcul déterministe au niveau de ce lab, donc sur le high performance computing, et qui par extension aujourd'hui va sur l'IA naturellement, et je pense qu'on est vraiment à la frontière, et pour rejoindre un thème évoqué précédemment par Michel, je pense vraiment que le fait de pouvoir à la fois utiliser des calculs, des programmes, de la simulation sur un mode déterministe associé à de l'IA et une des forces aujourd'hui de la France, c'est de pouvoir utiliser l'existant dans la simulation, dans tous les domaines, dans les fluides, dans la recherche dynamique, dans les crash tests, dans le nucléaire, et l'associer par extension sur l'IA est vraiment une de nos forces. Et on travaille donc avec cette équipe donc, sur Grenoble, et puis ensuite sur l'ensemble de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, pour accompagner les commerciaux et les clients dans la définition de leurs besoins. Donc voilà. Hewlett-Packard, on est également impliqué au niveau mondial dans ce qu'on appelle AI for Humanity, porté par le World Forum pour définir des grands thèmes autour de la santé, autour de la fin dans le monde, pardon, et sur lesquels également l'éthique intervient, et c'est sur ce sujet-là que j'interviendrai, avec une personne dans mon équipe qui est impliquée au niveau de la Commission européenne dans un groupe de réflexion sur l'éthique qui a démarré il y a environ maintenant un an, et qui travaille sur la définition justement pour se projeter sur les années à venir de comment encadrer et comment définir cette IA, avec une vitesse de progression qui reste à discuter. Je pense que Luc en a bien parlé, je suis d'accord avec lui. J'ai quelques néanmoins dates à vous donner, d'analystes, c'est pas les miennes, mais qui vous permettront de vous projeter pour effectivement voir comment cela s'inscrit dans le futur. Alors au niveau, rapide définition, mais là je pense que vous en avez déjà assez eu, l'intelligence artificielle englobe à la fois le machine learning qui englobe le deep learning. Les exemples avec la voiture autonome, je ne rentre pas sur le niveau mais de définition. Je pense que sur ces sujets-là, encore une fois, on a une progression qui est annoncée. Alors ça c'est une analyse qui a été faite par un cabinet, Grace, un cabinet externe, mais vous voyez des dates qui sont relativement éloignées pour une complète autonomie de l'IA, on est en 2140, donc on a encore un peu de temps. On a quand même, sans parler de voiture autonome, au moins une première projection en 2027 sur un camion autonome. Il sera clairement encadré, il sera sur des routes spécifiques, il sera sur un domaine où on ne sera peut-être pas sur le niveau 5 encore, mais entre le 4 et le 5. Le domaine du commerce, effectivement sur la gestion de vos comportements, pouvoir identifier ce qui a été dit également précédemment avec Amazon, ce que vous consommez, et pouvoir prédire si votre frigo est vide ou non. Un domaine intéressant sur lequel la recherche avance vite, et là aussi c'est par rapport à l'histoire et par rapport à la connaissance et aux compétences de nos chirurgiens, et sur l'analyse d'images, notamment sur la détection des tumeurs au niveau du cancer, et sur lequel on avance très vite. Je réalise juste que je suis en train de parler en français. Do you want me to switch in English, or I don't know, do we still have people speaking only English in the room? C'est bon? Je continue en français? Si? Non, on continue en français. En français? Oui. Ok. Donc au niveau effectivement de la chirurgie, c'est principalement sur l'analyse d'image. Maintenant, l'assistance aux gestes opératoires est également en train d'arriver, et on pense que donc en 2043, on aura une autonomie, encore une fois partielle, sur quelques types d'opérations, sur quelques types d'analyses, sur une médecine à distance. On a eu déjà quelques expériences dans le domaine de script sur des best-sellers qui ont été faits, pour l'instant pas très, je dirais pas très heureux.
Mais là aussi, on a des perspectives de scripts qui seraient automatisés. Et la recherche mathématique qui, elle, je dirais, viendra plus tard, et le tout automatique viendra carrément dans plus d'une centaine d'années. Alors, en partant un petit peu de ce timeline, je pense qu'il y a vraiment une nécessité d'encadrer l'ensemble de l'IA pour effectivement pouvoir gérer les tâches complexes, les objectifs complexes. Alan Turing, déjà en 1951, donnait un peu un objectif, c'est de pouvoir garder le contrôle à tout moment d'un système qui serait complètement automatisé, et sur une règle très simple, c'est de pouvoir à un moment le débrancher. Le jour où on n'aura plus cette autonomie-là, effectivement, on pourra se dire que la machine aura pris le dessus. Néanmoins, d'ici là, on a une autre option, c'est de tout arrêter. On a un peu deux chemins, hein. Je pense qu'il y avait la question un petit peu précédemment, c'est on stoppe le progrès. Là, clairement, je pense que c'est pas imaginable, pas concevable aujourd'hui, à moins de vraiment avoir des catastrophes naturelles, moins naturelles, qui nous arrivent, et là effectivement on sera obligé d'arrêter au niveau de la génomique, au niveau d'accidents nucléaires. D'élections qui tournent mal et sur lesquelles on s'oriente vers des choix pires que ceux qui sont faits aujourd'hui. Toujours est-il, avec grande chance qu'on continue à développer l'IA en ayant néanmoins un cadre qui puisse permettre de se donner quelques règles au niveau de l'éthique. Alors pour cela, on a effectivement des attentes au niveau je dirais des grandes problématiques, au niveau de la gestion de la faim. Je parlais de AI for Humanity, hein, au niveau des différentes causes dans le monde. L'environnement qui est, ces jours-ci on le voit bien, au cœur de nos problématiques. Là aussi, l'IA pourra nous aider, mais encore une fois, avec une notion où l'homme, et là c'est Alan Turing qui était également sur ce thème-là, je dirais très en avance, pouvoir positionner l'homme sur une échelle où l'intelligence doit être contrôlée par l'homme, peut être effectivement, alors pour lui, il était très en avance, hein, on voyait les courbes précédemment au niveau du positionnement par rapport à la machine, donc je pense par rapport à l'animal, clairement, qui est à l'autre extrémité, il est au bout. Vous et moi, je pense qu'on est plutôt au milieu. Et l'objectif, c'est effectivement pouvoir se rapprocher et d'avoir une intelligence augmentée grâce à la machine. Donc je reprends un petit peu les thèmes là aussi qui étaient évoqués précédemment. Pour pouvoir effectivement demain avoir... et là, voilà, un spectre en termes d'évolution et d'accompagnement qui soit bien au-delà de ce que l'on connaît aujourd'hui, mais encore une fois avec quelques règles pour pouvoir nous accompagner. Alors au niveau des principales, je dirais, encadrements que l'on prévoit, on a, je dirais, une règle qui se perçoit d'ores et déjà, c'est qu'il faut que l'intelligence artificielle soit alignée sur les valeurs humaines. Alors autour de domaines purement altruistes, autour d'objectifs qui sont encore incertains, parce qu'on voit que la recherche dans le domaine se fait sur des champs qui sont encore à explorer, et avec un cadre encore très ouvert, et basé sur l'observation humaine. Les règles que l'on peut définir, on va les fixer sur un horizon déjà très proche, sur les travaux qui sont en cours, donc horizon 5 à 10 ans. On va se poser également la question de la relation entre l'humain et l'intelligence artificielle pour demain. Et puis ensuite, je vous ferai un scénario purement fictif à dans 10, 15, 20 ans en termes d'évolution. Sur le court terme, on a aujourd'hui 5 grands sujets sur lesquels on se projette pour avoir encadré, je dirais, le développement autour de l'IA. C'est d'abord une notion de robustesse dans ce qui doit être construit, plus robuste que ce qui est construit aujourd'hui. Une notion au niveau légal, que ce soit encadré par des lois et que ce soit fait dans un système qui soit équitable et efficace.
que ce soit utilisé avec précaution, et effectivement le domaine de la robotique est très proche du domaine de l'IA, et notamment surtout les enjeux militaires, j'y reviendrai tout à l'heure, mais pour avoir effectivement un contrôle par rapport à ce qui pourrait être produit. Encore une fois, une équité, notamment en termes de, dans le temps, d'équilibre au niveau des emplois qui seraient créés, et que l'IA ne prenne pas le dessus sur l'homme dans la création d'emplois. Qu'il n'y ait pas de biais, on a parlé pas mal au niveau de l'historique des données, qui ont été créées à un moment donné dans des cadres ou des situations données, et qu'effectivement il puisse y avoir un traitement et une analyse faire de ces données. Et puis enfin, qu'on ait une IA qui soit explicable, qu'on sache à tout moment comprendre le résultat. Là aussi, c'est un thème qui a été évoqué précédemment, mais pouvoir effectivement expliquer pourquoi la voiture ne s'est pas arrêtée à tel moment dans l'explication de ces solutions. Voilà, alors là, effectivement, c'est le scénario sur lequel ce ne serait pas fait. Donc tout d'abord, autour de la robustesse, différentes étapes à valider. J'ai repris ici une image d'Ariane 5 où effectivement, je crois que c'était en 93, où sur une problématique de codage sur 16 bits, toutes les vérifications n'avaient pas été faites, et quelques secondes après le décollage, la fusée a explosé au décollage. Au niveau de la validation, un exemple là sur une simulation de lancement de nouvelles actions en bourse, où effectivement le code n'avait pas été validé dans un environnement avec une cotation de démarrage, et la cotation de démarrage était basée sur $1, et le montant du dollar enfin la validation du $1 n'avait pas été validée dans le code. Au niveau de la sécurité, donc on a tous souvenir du hacking qui a eu lieu sur les mots de passe de Yahoo. Et puis enfin, sur le contrôle, et là on reprend l'exemple de Tesla, où effectivement, dans l'apprentissage qui a pu avoir lieu, toutes les situations n'avaient pas été prises, et un reflet ou une mauvaise interprétation a amené au crash du véhicule. Sur l'aspect législatif, aujourd'hui, alors en reprenant là l'exemple de Uber et d'une voiture autonome qui s'était pris une remorque de camion en pensant que c'était l'horizon, différentes choses ont lieu actuellement au niveau... donc petit clin d'œil effectivement pour que l'on reste quand même complètement, je dirais, conscient et rassuré par rapport à ce que l'IA peut amener. Deux actions qui sont en cours au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, qui sont relativement récentes, puisque le premier texte sur l'IA pour l'encadrer a été signé en début de cette année, pour donner des grandes définitions en termes de réglementation. C'est vraiment le début, on est sur les premiers textes, et de la même façon aux États-Unis. Et enfin, sur la partie utilisation dans un environnement sécurisé avec un minimum de vérification. Là, je reprends ici l'exemple d'une escalade au pic de la guerre froide en 1983 entre l'URSS et les États-Unis, où, suite à l'annonce par Reagan de la construction d'une guerre possible au niveau des satellites, au niveau de la protection des États-Unis par ce parapluie autour de l'espace, deux éléments forts sont arrivés en fait. Le premier sur
Une mauvaise interprétation des radars sur la présence d'un vol Korean Airlines parcourant au-dessus de la Sibérie, un trajet entre l'Alaska et la Corée du Sud, qui a amené l'URSS à détruire cet avion. Et quelques mois après, en 1983, on est passé à côté d'une guerre nucléaire sur l'interprétation au niveau d'un radar de signaux entre le Soleil et les nuages qui ont interprété qu'il y avait l'arrivée de 4 missiles nucléaires sur l'URSS. Heureusement, l'interprétation du système a été je dirais, désavouée par le commandant de la région, qui pour lui, simplement, si les États-Unis attaquaient, ça ne serait jamais avec 4 missiles, mais bien avec plusieurs dizaines de missiles. Et donc, manque de bol pour lui, il s'est fait je dirais descendre par la hiérarchie, parce que pour l'état-major russe à cette époque-là, il fallait avant tout tenir une posture et une première interprétation des systèmes était la bonne, et il fallait avoir le sang-froid pour réagir. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, le domaine du militaire est celui qui est probablement le plus à encadrer, parce qu'encore une fois, on va vers des chars autonomes, on parle de la voiture autonome, du camion autonome, et c'est le domaine où probablement il y a le plus d'encadrement et surveillance à avoir, même si encore une fois on ne pourra pas rentrer dans ce domaine partout, mais au moins avoir une conscience au niveau de AI for Humanity pour imposer à chaque État d'avoir un contrôle sur ce qui est fait. Voilà, donc il y a une charte qui avait été fixée sur ce domaine-là. Et enfin, sur le domaine de l'emploi, là aussi, pouvoir encadrer le fait que les travails répétitifs à la tâche vont effectivement évoluer dans les années à venir, mais qu'il y ait quand même un encadrement. On voit que sur une projection à 2025, on a quand même un impact, je dirais, positif sur l'emploi en termes de gains et de perte d'emploi. Donc je pense que c'est quand même l'élément positif. Alors on a des pertes, hein, là, effectivement, vous voyez un petit peu sur ce graphe-là, projection donc à 2037, les secteurs sur lesquels l'IA va globalement produire de l'emploi, donc le domaine de la santé, pour effectivement définir les différentes solutions qui vont permettre de développer de l'IA sur l'automatisation, le scientifique et le technique, tout ce qui est communication, tout ce qui est dans le domaine de l'accueil au niveau hôtelier, l'éducation, et puis enfin des domaines où l'on voit déjà un petit peu les évolutions dans la construction, la finance, l'administration, le transport et l'industrie. Voilà. Bon, les données, sur la partie données biaisées, je pense qu'on a déjà parlé, et l'explicabilité, je ne vais pas me répandre trop dessus. Juste vous donner quelques perspectives au-delà. Donc il y a pas mal de livres qui ont été écrits sur le sujet. Je pense que le plus à l'avance à l'époque était 1984 de George Orwell sur ce sujet-là. Il y en a eu d'autres depuis, Life 3.0 qui aussi se projette dans ce monde-là. Au niveau de la filmographie, on a pas mal de choses aussi. Alors soit très positif, c'est le cas de Maeve ou Jarvis notamment, ou Wall-E encore, ou alors qui sont plutôt vraiment nocifs en termes de développement. Bon, je pense que plus sérieusement, on peut classifier le type de relation qu'on peut avoir avec l'IA de demain dans 3 grands domaines. Un domaine de partenariat, sur lequel effectivement notre IA sera un moyen de développer les avancées en termes de recherche, en termes de bien-être au niveau de l'humain. Avoir une notion de maître dans certains domaines, mais là aussi à surveiller, parce que je pense que c'est des sujets sur lesquels on peut avoir des déviances assez rapidement. Et puis enfin en termes d'outils, que ce soit un outil, et là également à regarder dans quel domaine.
Je vais finir sur un peu une projection à horizon, je dirais 20, 30, 40 ans, avec un scénario certes fictif, mais qui pourrait néanmoins arriver, dans le sens où personnellement, je développe une société avec un système d'IA que je vais nommer AIX, rien à voir avec l'operating system, qui au démarrage a des caractéristiques je dirais très intéressantes en termes de développement, qui intègre l'humain, qui couvre l'ensemble des sujets, qui est excellent dans sa programmation, qui a des capacités d'apprentissage très fortes. Donc là, je pars sur une feuille de route relativement intéressante. Première semaine, j'ai déjà gagné $1 million. Donc je suis dans mon premier retour sur investissement. C'est fictif, je vous le rappelle. Donc j'ai réussi à remplacer Amazon Mechanical Turk. Donc c'est là où Amazon vous sollicite pour valider vos codes d'accès et valider une image pour eux. Donc faire un petit peu la main d'œuvre gratuite pour savoir s'il y a 3 feux rouges sur la route ou 4 voitures. Donc ça, j'ai réussi à remplacer ce mécanisme-là. J'arrive à me positionner sur les compétitions Kaggle et enfin, j'arrive à avoir mon autonomie financière. Premier mois, je passe le $1 milliard. Et pour une bonne et simple raison, c'est qu'en fait, je viens de remplacer Netflix. Comment ? Tout simplement, mon AI a permis de définir le meilleur scénario pour remporter l'Oscar, donc avec des catégorisations que vous voyez, en fait on arrive à catégoriser avec l'IA les différents scénarios et à globalement les regrouper dans soit le Rise for Rise, la déception, le ressurgissement et la déception à nouveau, et avec les best-of qui sont plutôt l'homme qui est dans un trou et qui finit par revenir, qui est le cas notamment de Godfather. Je vois que le temps court. Je vais finir sur l'année 1, où là, je suis vraiment sur un développement exponentiel. Je commence à m'intéresser aux médias. J'améliore tout ce qui concerne l'infrastructure, le hardware, la technologie, et donc je crée plusieurs startups dans l'industrie, la médecine. J'ai besoin de nouveaux talents, donc je recrute. Et puis, année 5, voilà, là, mon média, mon empire a vraiment grossi. Il permet d'influencer l'opinion. Et je cherche maintenant à avoir plus de pouvoir et plus de contrôle sur la suite. Et puis enfin, la phase ultime étant le full control et avec le développement dans les différents domaines pour venir sur les élections et comment les influencer. Bref, ce n'est qu'une projection hypothétique. C'était juste pour vous faire réfléchir un petit peu sur la suite. Je vous remercie.